Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue du coup à cette nouvelle édition des Jeudis du Campus, un rendez-vous d'échange autour de la recherche scientifique, donc porté par le CNRS Île-de-France Villejuif, le CLAS de Villejuif et l'unité ARDIS d'aide à la recherche, et en partenariat avec le Val-de-Marne. Donc, merci à Romain Ménini d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Rabelais parmi ses livres. Donc, Romain est médaille de bronze du CNRS 2020 et maître de conférences en langue et littérature à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de la littérature française, de la Renaissance et de la philologie humaniste. Donc, je lui laisse la parole tout de suite pour nous parler de Rabelais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Célia. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, j'espère qu'à distance vous m'entendez. Merci beaucoup à la délégation CNRS de Villejuif de m'accueillir. Merci à Célia Aspo pour l'organisation. Merci à l'auditoire, ici et à distance. 30 minutes, c'est bref. Je vais tâcher d'être concis. Une partie, voire toute la teneur et tout l'intérêt de cette présentation tiendra dans les images que je vais projeter. Et donc, je vous propose une sorte de tour d'horizon, de parcours en images. Il y aura beaucoup d'images et j'espère qu'elles vous plairont. On les voit rarement à propos de Rabelais, je crois. J'ai proposé de présenter mes recherches sous la bannière suivante, Rabelais parmi ses livres, en choisissant pour figure tutélaire l'écrivain aujourd'hui le plus fameux de l'époque qui fait l'objet de mes travaux, la Renaissance française, en particulier la période qui précède les guerres de religion, ce qu'on a coutume d'appeler le beau XVIe siècle. Rabelais, voilà un visage que vous connaissez, un visage que nous croyons tous connaître plus ou moins, ainsi représenté, c'est ce que vous avez à l'écran, dans le célèbre portrait de Versailles, qu'on reproduit souvent, voire partout, ou encore dans ce portrait d'Écouen, à vrai dire, vous le considérez moins séduisant, mais, comme le savent les spécialistes, nous ne possédons aucune image dessinée ou gravée de Rabelais qui date de son vivant. Tous ces portraits sont donc des reconstitutions plus tardives. Il est donc tout aussi probable que le grand créateur de langue ait ressemblé à cela, ou à cela, et vous aurez peut-être reconnu le trait de Matisse, qui a fait toute une série de portraits de Rabelais dont certains sont méconnus. Quel est donc le vrai visage de Rabelais? Nous l'ignorons. Mais les recherches les plus récentes ont permis d'affiner quelque peu le portrait de l'artiste que nous croyons connaître. Je propose aujourd'hui de regrouper ces découvertes récentes auxquelles j'ai parfois contribué sous l'enseigne d'un Rabelais homme du livre, homme des livres, d'un Rabelais livresque, ivre de livres. D'où le fait que, pour notre nouvelle édition apparaître des œuvres complètes, qui présentera pour le lecteur d'aujourd'hui le texte de Rabelais original évidemment et une translation, comme on dit, en français moderne, j'ai choisi ce portrait, qui est un autre portrait plus méconnu, conservé au musée Rabelais de la Devinière près de Chinon, portrait du XVIIe siècle, dit le portrait au vert. Vous y noterez la présence de livres en haut à gauche, détail qu'on peut rater si l'on ne regarde que le verre de vin que nous montre l'écrivain. Les livres de Rabelais, ceux de sa fiction française, les écoliers en connaissent au moins une partie. Pantagruel, qui paraît certainement à l'automne 1532, et qui n'est pas signé Rabelais, qui est signé d'un pseudonyme, Alcofribas Nazier, qui est une anagramme. Gargantua, qui paraît certainement au premier trimestre 1535, plutôt qu'en 1534, comme on le lit habituellement, et qui s'ouvre notamment sur le fameux « Disin au lecteur » qu'on cite souvent, qui se clôt sur « Pour ce que rire est le propre de l'homme ». Et après ces deux premières histoires de géants, les plus connues, et retravaillées par Rabelais en 1542 pour leur donner leur forme définitive, qu'on édite aujourd'hui, après ces deux premiers volets d'histoire gigantale, pour la première fois en 1546, Rabelais signe un livre de son nom, le tiers-livre, qui constitue la suite des aventures de Pantagruel et tente de répondre à la question « Panurge doit-il se marier ?» Suivra
ce qui est peut-être le testament enthume de Rabelais, le quart-livre dans sa version définitive de 1552, et enfin, un livre problématique qui a fait couler beaucoup d'encre, le 5e livre, qui est un livre posthume, paru à peu près 10 ans après la mort de Rabelais. Rabelais mourant en 1553, et je rappelle qu'on ne connaît pas sa date de naissance, contrairement à ce qu'on lit partout. Ce 5e livre pose toutes sortes de questions d'authenticité sur lesquelles on sait désormais un petit peu plus de choses. Pour la faire brève, ce sont des matériaux authentiques, mais qui ont été réagencés par les éditeurs du volume. Ce corpus de textes français est connu. Donc voici le 5e livre avec sa fameuse bouteille dont on dit qu'elle serait l'un des premiers calligrammes en français. Et à gauche, un exemplaire rongé par les rats et les blattes, comme dirait Rabelais, l'exemplaire de Troyes. Même pour ce corpus de textes en français, plusieurs enquêtes récentes ont montré que certaines réévaluations méritaient d'être faites, certes à la marge de ce corpus français. Donc notamment parce que Rabelais est l'auteur de textes de circonstances, de préfaces, de lettres en français, de poèmes de circonstances. Rabelais a-t-il mis la main à d'autres travaux non signés, éventuellement collectifs? Oui, c'est certainement le cas. Les poèmes de circonstances qu'on lui a parfois attribués sont-ils bien de son invention? Parfois, on lui en a attribué trop. Ne peut-on pas ajouter d'autres pièces, certes mineures? Oui, peut-être. Ce sont là des recherches menées en collaboration à partir de l'examen des éditions originales anciennes qui ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et cette recherche collective a permis, ces dernières années, la publication de plusieurs travaux, en particulier dans la collection des Mondes de Rabelais au Classique Garnier, que je co-dirige. Elle a aussi permis la création d'une nouvelle revue, l'Année rabelaisienne, dont le 6e numéro paraîtra très prochainement. Mais vous vous demandez peut-être, et à raison, comment diable on peut encore trouver du nouveau, comme dirait le poète, à propos d'un auteur déjà si étudié, si commenté, si ancien. Et de fait, on remplirait presque cette salle de conférence avec tout ce qui a été écrit déjà sur Rabelais. Comment, à propos d'un auteur pour lequel nous ne disposons toujours d'aucun manuscrit autographe? J'entends pour les œuvres de fiction, car nous avons des lettres et des documents d'archives connus depuis longtemps. Une réponse consiste à étudier les livres de Rabelais. Non seulement ceux que nous connaissons bien, que je viens de vous présenter, publiés sous le nom de Rabelais ou d'Alcofri-Basnazier, mais encore les livres qui entouraient Rabelais, en particulier les livres de sa bibliothèque, qu'il a annotés de sa main, et les livres qu'il a édités à l'époque où il œuvrait dans les ateliers d'imprimerie, en particulier à Lyon, dans les années 1530. On peut donc refaire le portrait de l'artiste en homme du livre, et je vous propose un petit parcours en ce sens. Parmi les premiers documents de la main de Rabelais que nous possédons, et c'est un document connu depuis le XIXe siècle, il y a cette importante lettre de mars 1521 adressée à Guillaume Budet. Rabelais est alors moine franciscain en Poitou. Une relecture de cette lettre, de ce document exceptionnel parfois un peu malmené, pour diverses raisons, permet de comprendre que toute la connivence que Rabelais cherche à établir avec le plus grand humaniste de son temps, Guillaume Budet, est fondée sur un réseau de lectures partagées. En réalité, dans cette lettre, un jeune lecteur érudit s'adresse à un autre lecteur érudit au sommet de sa célébrité. Et je fais une parenthèse, Guillaume Budet est à l'époque bien plus important que Rabelais. C'est le grand humaniste de sa génération, le premier helléniste de France, et son œuvre difficile a fait que aujourd'hui, il est assez peu étudié. Et donc, nous avons tenté avec Christine Bénévent et Luigi Santi de relancer les études sur ce grand personnage. Et ça a donné la parution de ces actes de colloque que vous avez à l'écran. Pour Budet, je tente de mener le même type de recherche sur sa bibliothèque que celle que je mène à propos de Rabelais. Et les numérisations nous aident. J'ai découvert 3 nouveaux volumes annotés, très richement annotés, de la main de Budet, dont l'autographie est particulièrement caractéristique. Je reviens à Rabelais. La lettre de Rabelais à Budet entre en consonance avec ce que nous savons de sa bibliothèque d'alors. J'entends la bibliothèque de Rabelais. Dès l'époque poitevine, Rabelais lit des livres grecs et latins, annote,
appose sa signature. Et toute sa vie peut être suivie à partir des livres qu'il lit à chaque époque. À l'écran, vous avez le dernier état de la liste des livres annotés par Rabelais, faite par mon ami Olivier Petrus. Nous sommes plusieurs à être partis à la chasse à l'homme érudite, chasse à Rabelais lecteur. Lecteur de livres de sa propre bibliothèque, qui les consulte, compulse, qui les annote, et qui annote les livres de ses amis, de ses protecteurs, qui y met son ex-libris, c'est-à-dire sa signature qui va varier au cours du temps, en latin et en grec, qui promet aussi le livre à ses amis et à ses proches, selon l'usage de cette signature humaniste qu'on retrouve chez d'autres humanistes, et amicorum, donc ce livre est à François Rabelais et à ses amis, que ce soit et amicorum en latin ou en grec, puisque le plus souvent, la signature de Rabelais sur ses livres est bilingue, et vous la verrez à François Rabelais et à ses amis en grec, kai, ton, otu, philon. Les livres annotés par Rabelais sont extrêmement rares aujourd'hui, à peine une grosse trentaine de volumes, ce qui est assez peu par rapport aux plus de 110 volumes qui portent l'ex-libris de Montaigne, par exemple. Et d'après Montaigne, on pense qu'on a retrouvé un dixième de la bibliothèque de Montaigne. Si on tente le même rapport avec Rabelais, ça élèverait la bibliothèque de Rabelais à plusieurs centaines. Aujourd'hui, on n'en connaît que 30. Ils sont dispersés partout dans le monde, et aucun n'est passé en vente publique depuis des dizaines d'années. Les rares vestiges que nous conservons aujourd'hui, majoritairement des éditions imprimées d'auteurs antiques, parmi lesquels les auteurs grecs constituent une part importante, ces rares vestiges sont des documents irremplaçables et que la critique a jusqu'à maintenant un peu négligés, alors qu'ils apportent des informations capitales sur l'œuvre de Rabelais et la compréhension que nous en avons. En effet, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de manuscrit autographe de la fiction. Difficile donc en l'état de procéder à ce que le XXe siècle en littérature a appelé la génétique textuelle, pour faire science dure, c'est-à-dire l'étude des brouillons. Bon, avec Rabelais, on n'a pas de brouillon. En revanche, on peut sonder d'autres documents, et notamment les marges de ces livres qu'il a annotés. Ces livres, pour une partie, sont connus depuis longtemps, mais seuls les bibliophiles s'en étaient occupés, les collectionneurs. Donc on ne regardait que la signature. En revanche, depuis quelques années, et c'est une forme de discipline un peu nouvelle, on tente de comprendre pourquoi Rabelais a marqué telle ou telle note dans les marges. Et ces annotations marginales, ces soulignements, constituent en réalité un substitut au brouillon que nous n'avons pas. Car Rabelais annote toujours en latin et en grec, ce qui explique aussi que les spécialistes de littérature française ne s'y soient moins penchés, de sa belle écriture humanistique, écriture que nous sommes quelques rares dévots à pouvoir reconnaître entre mille autres. Et de fait, c'est important puisque parfois, certains livres sont annotés par plusieurs annotateurs. En étudiant les livres annotés par Rabelais, on peut donc suivre Rabelais dans son atelier d'écrivain, dans son officine de réécrivain, celle d'un art, le sien, perpétuellement informé par d'autres livres, cette officine d'un altérateur qui traîne toujours à la marge des textes imprimés. Et donc, c'est une forme de Rabelais le marginal, si vous voulez, mais en un sens extrêmement érudit. Alors, ici, vous avez certainement l'un des premiers livres que Rabelais annote, c'est un petit Plutarque, et ce qui est intéressant, c'est qu'il se signale comme frère, frater, c'est le F qui précède son ex-libris, frère François Rabelais de Chinon. Livre qu'il annote alors qu'il est en Poitou et qu'il est donc frère franciscain. Vous savez qu'il quittera les franciscains pour les bénédictins avant d'être sécularisé plus tard et donc d'entrer dans le siècle et de quitter la règle monastique en 1536. Ici, on a un pseudo-Denis l'Aréopagite, qui est donc un écrivain important, néoplatonicien et chrétien, très important à la Renaissance, que Rabelais annote, on imagine en 1521, puisque c'est la date qui est figurée en grec sous son ex-libris. Ici, un dictionnaire grec, la Souda, l'un des dictionnaires les plus utilisés à la Renaissance, lexique byzantin, qui appartenait certainement au protecteur de Rabelais, Geoffroy d'Estissac, dont on a les armes, et que Rabelais vraisemblablement récupère en mettant sa signature. François Rabelais, médecin très zélé.
Et ça, c'est peut-être le volume le plus important de sa bibliothèque, en tout cas telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces 5 tomes de l'édition Aldine de Galien, le grand médecin grec de l'Antiquité, qu'il a annoté pendant des centaines de pages. Et donc c'est encore un matériau, bon, pas vierge, mais qui nécessite qu'on s'y penche, puisque c'est un livre entièrement en grec. Je rappelle que Galien, c'est très important, c'est, sauf erreur, 1/8 de toute la littérature grecque antique. Donc c'est un continent, Galien, et certains textes ne sont toujours pas traduits en français aujourd'hui. Donc pour affronter ça, il faut affronter le texte grec et les notes de Rabelais en grec et en latin dans les marges, et faire le départ entre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Par exemple, sur cette page, seule l'écriture brune la plus foncée est de Rabelais. Bon, ça c'est une question paléographique qui signale la diligence de Galien ou des choses sur l'utérus, la matrice. Bon. Ce livre est désormais, Dieu merci, numérisé grâce aux bibliothèques virtuelles humanistes, et donc les érudits peuvent aller chercher le travail de Rabelais, qui a été professeur de médecine à l'université de Montpellier. C'est son outil de travail, et 4 tomes sont remplis de ces notes marginales. Mais il y a encore beaucoup à faire. Bon, je passe vite ici, par exemple, des notes dans le traité sur la semence de Galien, qui enquête sur la suppression des testicules. Pourquoi, lorsqu'on enlève à un homme ses testicules, ses forces diminuent? Bon, première question. Pourquoi les testicules enlevés, l'homme s'effémine? Le problème, d'après l'annotateur, c'est ce que dit Galien, et Rabelais le relaie en pied de page, le problème n'a pas été traité par Aristote avec beaucoup de bonheur. Bon, vous voyez, donc une partie des blagues, pourrait-on dire, de Rabelais qu'on trouve dans sa fiction comique ont souvent un arrière-plan érudit, et notamment un arrière-plan médical. Je prends un seul exemple. On trouve dans Galien cette note qui est assez étrange, qui dit que le cœur est le principe de la vie, cor vivendi principium, mais que les testicules sont le principe de la bonne vie, ou du bien vivre. Bon, on prend ça pour une boutade. En réalité, c'est à peu près ce que dit le texte de Galien, et le personnage de Panurge, dans le tiers-livre, fait une boutade précisément sur ce principe galénique. Bon, donc, même la blague qui peut apparaître la plus sous la ceinture chez Rabelais peut avoir un fondement érudit extrêmement, je ne sais pas si c'est profond, mais en tout cas, qui requiert l'attention du philologue. Bon. Une autre chose qu'on découvre, par exemple, en regardant ce Galien, c'est qu'on s'est toujours demandé pourquoi, dans cette édition lyonnaise, une machine qui n'est pas une machine de torture, mais qui est une machine à remettre les fractures de la jambe, qui, d'après Galien, se nomme glottocomion ou glossocomion ou glossocomon. Pourquoi, dans une édition lyonnaise des années 1530, on trouvait ce glottocomon en haut à droite, figuré par l'invention de maître François Rabelais, docteur en médecine? Est-ce que Rabelais est l'auteur du dessin, de la gravure, etc. En réalité, il est l'érudit, qui, dans son Galien grec, a retrouvé la description de cette machine à remettre les fractures. Et voilà ce que nous apprennent, par exemple, les marges de son exemplaire de Galien. Vous lisez la note marginale qui est autographe de Rabelais, glottocomie descriptio, description du glottocomion, ou encore un renvoi plus bas avec quelques ligatures au livre galénique de commentaires sur le livre d'Hippocrate à propos des fractures. Bon, voilà l'usage qu'on peut faire. Une seule marginale de 2 mots peut expliquer tout un monde d'érudition qui nous avait échappé jusqu'à maintenant. Bon. Voici deux exemples de ce fameux ex-libris que je parlais, du livre qui est signé donc à François Rabelais. Le livre appartient à François Rabelais et à ses amis en latin et en grec. Preuve aussi que les livres se prêtaient, et particulièrement les grands in-folio grecs qui étaient chers au XVIe siècle, et que les érudits, dans leur cénacle, s'échangeaient volontiers. Bon, peut-être que je passe sur la galerie des... Ça, c'est un livre d'Horapollon, des hiéroglyphes attribués à cet Horapollon niliaque que Rabelais a utilisé et annoté, qui est à New York aujourd'hui.
Ça, c'est un autre volume de Galien qui se trouve à Berne. Et ça, c'est un livre très important. Son dernier Plutarque, qui est l'un des auteurs que Rabelais a plébiscité, qu'il a le plus aimé. Ce dernier Plutarque est à la Bibliothèque nationale de France et j'en ai étudié intégralement la notation marginale. Bon, avec des notes sur le vin, sur des curiosités naturelles, ou encore cette note qui avait échappé, alors que c'est l'un des passages les plus célèbres du quart-livre, la mort de Pan. Eh bien, la mort de Pan, lorsqu'on ouvre le livre que Rabelais compulsait à sa table de travail pour écrire le quart-livre, il avait marqué dans la marge, en grec, Pan, Oméga Stetneke, le grand Pan est mort. Donc, c'est vrai que c'est assez touchant, on a l'impression de lire au-dessus de l'épaule de l'écrivain, alors qu'il est à sa table de travail. Bon. Deuxième aspect, pour ne pas vous retenir trop longtemps, les livres édités par Rabelais. C'est un autre aspect de ce Rabelais homme du livre, c'est le Rabelais éditeur. Nous savons que Rabelais a été éditeur, correcteur dans les ateliers d'imprimerie lyonnais en 1530, c'est-à-dire qu'il allait d'un atelier d'imprimerie à l'autre, qu'il corrigeait les épreuves, qu'il ajoutait des manchettes, qu'il rectifiait l'orthographe de certains livres, les siens, mais aussi ceux des autres. Tout cela était connu d'une certaine manière. On savait qu'en 1532, en 1534, il avait édité plusieurs textes. Mais les approches récentes ont réévalué à la hausse le rôle de Rabelais dans les ateliers qu'il a fréquentés. Auteur, éditeur, correcteur, annotateur, rabatteur de textes, compilateur, tout cela ensemble. Vers 1532, à Lyon, l'entrée en littérature de celui qui, en français, ne signe pas encore Rabelais, Rabelais ne signera Rabelais en français qu'en 1546, cette entrée en littérature est une fréquentation ininterrompue du monde des livres imprimés, et une fréquentation qui exige un soin, et le meilleur soin, de la matérialité la plus réelle et de l'actualité la plus exigeante du livre. Rabelais n'ignorait rien de ce qui se publiait de son temps, il était aux premières loges pour le voir, et il y contribuait. Cette période coïncide exactement avec la plus belle décennie de ce qui s'est appelé le siècle d'or de l'imprimerie lyonnaise. C'est cette époque nouvelle que semble envier tant le vieux Gargantua quand il souligne, à l'attention de son fils, dans un passage célèbre de sa lettre, l'importance, je cite, des impressions tant élégantes et correctes en usance. Impressions qui sont enfin à la disposition des nouvelles générations, puisque désormais, l'époque de Rabelais a maîtrisé cette technique de l'impression ou l'imprimerie à caractère mobile qui était née au siècle précédent. Or, nous sommes désormais certains qu'il faut compter Rabelais parmi les humanistes qu'Anthony Grafton a qualifiés de « humanists with inky fingers », les humanistes aux doigts pleins d'encre, l'encre grasse des ateliers d'imprimerie. Imprimerie où Rabelais, par exemple à Lyon, côtoyait des artisans mécaniques, le pressier au gros bras, le batteur qui ancrait avec ses balles en peau de chien, le jeune compagnon qui faisait les basses tâches, mais aussi les intellectuels venus de toute l'Europe et qui convergeaient vers le Lyon de la Renaissance. Rabelais est à Lyon à l'été 1532, on le sait. Il publie, et c'est le premier livre qu'il publie, les lettres médicales de Giovanni Manardo, médecin italien. Il publie un petit volume portatif pour ses étudiants de Montpellier, un recueil de textes, traduction latine d'Hippocrate et de Galien, nous le savions. Il publie en 1532 un testament apocryphe de Lucius Cuspidius et un contrat de vente, qui sont des textes qui viennent prétendument de l'Antiquité. On a longtemps pensé que Rabelais était dupe et qu'il avait republié ces textes sans savoir que c'était des faux. En réalité, Claude Lacharité a montré récemment qu'il le savait très bien et qu'il s'adressait à des humanistes capables de voir que c'était des faux, puisque la Renaissance a aussi le goût du faux. En 1534, Rabelais revient de Rome, où il était avec son protecteur Jean du Bellay, il publie la topographie de l'ancienne Rome. La nouveauté, et ça on l'ignorait totalement il y a une quinzaine d'années, c'est que nous savons désormais que Rabelais usait d'une devise et d'un blason étrange pour signaler son activité d'éditeur. Voici donc un autre visage de Rabelais, et celui-ci assez mystérieux, et tout bonnement inconnu jusqu'ici. Cette marque, ou blason gravé, je ne puis m'empêcher d'y voir un visage.
C'est un blason, en tout cas pour cette version complète du blason utilisé par Rabelais éditeur, qui comporte dans une couronne de lierre la devise complète d'éditeur de Rabelais, Tuque agate xunteo, en grec, à la bonne fortune avec Dieu. Je vais y revenir. Un chevron, 2 croix pâtées, et un oiseau, difficilement identifiable, qui n'est pas un oiseau héraldique connu. Nous savons désormais que Rabelais usait de cette devise grecque sous 2 formes pour signaler les livres qu'il éditait à Lyon. Sous la forme partielle agate tuque, ou agate tuque en capitale, à la bonne fortune donc en grec, que ce soit dans ses propres livres ou dans d'autres livres, ou alors de façon complète dans le blason agate tuque xunteo, à la bonne fortune avec Dieu, que vous avez ici par exemple dans une édition de Marot. Bon, je passe sur le sens de cette devise qui n'est toujours pas certain, et l'interprétation des éléments de ce blason qui est certainement un pseudo-blason, qui n'est pas un blason de la famille Rabelais. C'est à l'été 1532 que Rabelais choisit cette devise. On la trouve dans son édition portative d'Hippocrate et Galien, à la suite de l'épitaphe d'Hippocrate, qui est tirée de l'anthologie grecque. Dans cette épitaphe, le père de la médecine est célébré comme celui qui triomphe de la maladie et de la mort, non par la fortune, tuque, mais par l'art, techné. Rabelais, lui, pour rire, prend la chose à revers et dédie son propre travail, celui de l'édition, à la bonne fortune. Donc lui se range sous la bannière de la fortune, et non pas de l'art, puisqu'il n'est pas Hippocrate. À partir de là, Rabelais se met à réutiliser cette devise à la bonne fortune dans plusieurs livres. Et on la trouve notamment, et ça c'est une des découvertes les plus remarquables qu'on ait faites sur Rabelais, il publie des almanachs. Rabelais a publié beaucoup d'almanachs, et cet almanach pour l'an 1535, on le croyait totalement perdu, et 9 exemplaires ont été retrouvés dans la reliure d'un livre de droit en Italie, et édité par Alessandro Vitale Brovarone, donc c'est l'image de gauche. Vous verrez aussi que donc, le blason d'éditeur, c'est celui que nous avons choisi pour mettre sur la couverture de l'année rabelaisienne. Cette devise, désormais connue et identifiée, nous sommes partis à la chasse à ce Rabelais éditeur. J'ai par exemple, pour ma part, essayé de regarder toutes les éditions publiées par le libraire ou l'imprimeur libraire Griffe de 1532 à 1537 pour pister la présence de ce Rabelais incognito. Et l'enquête n'a pas été vaine. C'est ce que vous avez à l'écran. En 1532, entre au catalogue de Griffe un bref traité sur les finances publiques, en latin, signé du juriste de Valence André d'Exéa. Il comporte un avertissement au lecteur anonyme dans lequel on retrouve les 2 mots grecs bien connus, agate et tuque, c'est ce que j'ai entouré, non pas hors texte comme d'habitude, mais dans le corps du texte. Le texte dit, c'est donc à la bonne fortune et sous une étoile favorable que ce livre paraît pour le bien commun des savants. Vous noterez la périphrase astrologisante bien dans le goût de Rabelais. C'est l'éditeur qui parle, et une étude du latin de cet épître liminaire ne laisse pas de doute, c'est notre Rabelais incognito qui écrit ces 3 pages latines. Voire, pour la démonstration, l'article dont vous avez les références à l'écran. 3 pages latines à ajouter au corpus de Rabelais qui avait échappé à la critique depuis toujours. Ce n'est pas tout, et je vais vite. Grâce à une numérisation, j'ai pu identifier qu'on retrouvait cette devise agate tuque sur un petit manuel pour apprendre le grec, publié aussi par Griffe en 1533. Le travail de Rabelais se caractérise, c'est de la compilation dans ce cas-là, mais c'est encore un livre dont on n'imaginait pas qu'il avait pu, ou sur lequel on n'imaginait pas qu'il avait pu mettre la main. Donc voilà, la bonne fortune à coup sûr. Mon ami Claude Lacharité a par ailleurs enrichi ce qu'on savait du Rabelais éditeur en montrant que Rabelais a édité le grand humaniste italien Angelo Poliziano, le Policien, en 1533, puisqu'on trouve dans ses éditions le fameux blason. Et le même Claude Lacharité a étudié en ce moment une édition qui était totalement passée inaperçue, alors qu'on
conserve pourtant 2 exemplaires dans les collections publiques, une édition du Pronostic d'Hippocrate, faite par Rabelais, et qui comporte une épître préface adressée à ses étudiants de Montpellier que jusqu'à maintenant on n'avait pas vue. Dans les 10 dernières années, donc, le rôle de Rabelais dans les ateliers lyonnais a été drôlement revu à la hausse, et je pense qu'il est peu d'auteurs anciens à propos desquels tant de documents ignorés ont ainsi ressurgi. Nous sommes d'ailleurs plusieurs à penser que cette activité éditoriale n'est encore qu'en partie connue, et que Rabelais a pu officier incognito sur d'autres livres. Bon. Mireille Huchon a évoqué une édition de Macrobe en 1538. Je songe pour ma part à une édition de Suétone, c'est ce que vous avez à l'écran, 1532, à une édition de Léonico Tomeo en 1532, entre autres, à une édition de Lugel de 1537. Il est fort probable que Rabelais, dans les années 1530, ait fait beaucoup plus, en tout cas comme travail éditorial, comme directeur de collection, que ce qu'on croyait savoir jusqu'à maintenant. Bref, à l'heure où paraissent Pantagruel et Gargantua, Rabelais évolue parmi les livres, les voit, les fait paraître, les corrige, ajoute des manchettes dans les marges, se signale ou non comme éditeur. Parallèlement, il lit les livres de sa bibliothèque. Et c'est ainsi que va s'écrire son chef-d'œuvre français. Je conclus donc, pour comprendre l'auteur français, qu'on croit connaître depuis longtemps, il est nécessaire, et il est encore nécessaire, d'ouvrir les portes de son atelier d'érudit. Un atelier d'érudit qui nécessite qu'on connaisse et qu'on pratique le grec et le latin, et à un niveau qui était celui de Rabelais lui-même, qui était un latiniste remarquable et, quoi qu'on en ait douté, un helléniste hors pair. Cela veut dire qu'il n'y a pas deux Rabelais. Il n'y a pas Dr Rabelais, l'érudit, et Mister François, l'auteur comique en français. Cet homme n'est qu'un. Et je pense que entrevoir Rabelais parmi ses livres, c'est réunir les deux morceaux de la même personne et permettre de redessiner et d'esquisser son portrait sous un jour plus juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain. On a quelques questions sur le chat pour commencer. Il y a une question notamment sur les ressources. Toutes les ressources que l'on voit apparaître à l'écran sont-elles disponibles à la consultation en ligne à la BNF ou autre ? Alors, tout ce que j'ai montré ne vient pas de la BNF. Une bonne partie, en tout cas pour les œuvres de Rabelais, les œuvres signées, donc Alcofribas ou Rabelais ou la Praxaire de Quintin, ces œuvres françaises, la BNF a presque tout. Et la plupart des choses sont désormais sur Gallica, presque tout. Pour les livres possédés par Rabelais, en revanche, non. Les livres annotés, ils sont dans les bibliothèques mondiales, des bibliothèques variées. Le Gallien dont j'ai parlé est à Sheffield, à l'université de Sheffield. Les Hieroglyphica sont à la Pierpont Morgan de New York. On a 3 volumes à Berne. La Souda, que j'ai montré, le dictionnaire byzantin, est à l'Arsenal. Donc tout n'est pas disponible en ligne. Mais nous souhaitons, c'est un projet en lien avec les bibliothèques virtuelles humanistes du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, constituer un site qui permettrait de rassembler toutes ces ressources et qui les donnerait à lire au public, comme cela a été fait d'ailleurs pour Montaigne, grâce à l'industrie d'Alain Legros à Tours. Ok, merci. On a eu aussi d'autres questions et un petit commentaire sympa. Quel honneur d'écouter les nouvelles découvertes de M. Ménini sur Rabelais, certainement un des meilleurs professeurs que j'ai eu la chance d'avoir pendant mon parcours universitaire à l'UPM. Alors, je soupçonne ma mère d'être derrière cette remarque. Écoutez, si c'est vraiment une étudiante, je la salue, je ne sais pas qui c'est. Mais, il y a son nom, vous pourrez retrouver. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai eu l'habitude ces dernières années d'essayer de présenter ces recherches à mes étudiantes. Ça a toujours été un grand plaisir. Il est vrai que parfois, on a l'impression que ces choses-là relèvent d'un monde révolu, voire d'un continent disparu. Mais je crois encore à une sorte d'humanisme qui serait de notre temps. Et je crois à la nécessité de défendre notamment le latin et le grec. Et c'est ce que j'ai essayé de faire auprès de mes étudiantes, mais ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et cette même personne a aussi une question. Est-ce que Rabelais parlait arabe ? Si oui, comment ?
Était-ce uniquement pour la médecine ou y avait-il un autre intérêt? Merci d'avance. Alors c'est une très bonne question. C'est une question d'autant meilleure qu'on a un témoignage dans le lexique qu'on attribue désormais à Rabelais, qui se trouve parfois dans certains exemplaires du dernier quart-livre. Il y a un lexique final qui s'appelle la brève déclaration d'aucune diction plus obscure. Et dans ce lexique, si c'est bien Rabelais, et il est fort, fort probable, il est question de quelqu'un qui aurait appris l'arabe, un certain évêque de Karamite qui aurait appris l'arabe à Rabelais. Bon, il avait peut-être quelques rudiments d'arabe, comme il avait certains rudiments, à mon avis assez faibles, d'hébreu. Mais Rabelais, je pense, n'a jamais eu véritablement une connaissance de l'arabe. Et s'il a vraiment lu les médecins arabes, ce qui est vrai, que ce soit Avicenne ou Averroès ou d'autres, Mézières, il les lisait en latin. Et il les lisait en latin à une époque où les médecins humanistes disaient beaucoup de mal de la médecine arabe. Mais il les lisait. Et on a une dernière question aussi sur le chat. Comment conciliez-vous votre travail d'enseignant et de chercheur? C'est une bonne question. J'enseigne souvent tout autre chose que ce sur quoi portent mes recherches, mais j'enseigne tout de même pas mal l'histoire de la langue, parfois à travers la grammaire scolaire, mais l'histoire de la langue, Rabelais tient une place absolument capitale dans l'histoire de notre langue, pas seulement pour le lexique, mais il écrit à une époque où se met en place absolument tout ce qui est une banalité aujourd'hui, qu'on pense aux accents dans la langue française, à certaines questions de graphie. Donc le XVIe siècle est un siècle absolument capital dans notre histoire de la langue. C'est finalement après le XVIe siècle qu'on aura une langue assez proche de celle que nous connaissons. Bon, il faut le dire vite. Donc par l'histoire de la langue, il est vrai que j'arrive parfois à retrouver mes objets de recherche. Mais pour le reste, toute la partie philologique, le grec et le latin, c'est quand même un point aveugle pour mon enseignement, dans le sens où j'enseigne surtout dans des cursus de lettres modernes et non pas de lettres classiques. Et donc, je souhaite, mais il est assez rare qu'on puisse parler de grec, parfois un peu de latin, mais bon voilà, je parle surtout de français et d'histoire de la langue. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Oui, quand du coup on est assez loin moi je connaissais pas Rabelais, j'avais acheté un livre, j'avais acheté Gargantua, j'étais jeune et j'avais envie de lire et je l'ai lu et je me suis vraiment forcée à aller assez loin, peut-être jusqu'à la moitié à peu près, puis après stop, j'ai arrêté. Alors c'était pas tellement le vieux français qui me gênait, parce que je pense qu'on arrive à s'habituer au fur et à mesure que l'on lit. On prend une sorte d'habitude, un peu comme quand on lit une langue étrangère. Mais en revanche, c'était de comprendre, parce que dans tout roman, il y a toujours, on essaie toujours de nous dire quelque chose. Et là, je comprenais pas. Il mangeait, il vomissait. C'était pas la même époque, etc. Comment on fait? Parce que du coup, je l'ai toujours, ce livre, et il est toujours dans ma bibliothèque, assez bien placé. À chaque fois, je passe dessus, mais je prends toujours les autres et jamais celui-là. Qu'est-ce qui peut nous permettre peut-être est-ce que dans les petits bouquins que vous avez, les classiques Garnier ou autres, est-ce qu'on peut avoir des choses qui peuvent nous aider à décoder pour pouvoir le lire, ou en tout cas comprendre, sûrement pas aussi bien que ce que vous nous avez présenté, mais on essayer d'avoir un petit peu d'essayer de comprendre, en fait, ou d'avoir un petit... Alors, vous pointez du doigt un problème avec Rabelais qui, d'une certaine manière, a fait son succès. C'est-à-dire qu'on l'a donné très souvent comme un auteur populaire. Alors, je n'entrerai pas dans la controverse sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur populaire au XVIe siècle, dans une époque où
la majorité n'est pas capable, la majorité des personnes n'est pas capable de lire. Donc, qu'est-ce qu'un auteur populaire au XVIe siècle? C'est un vrai problème. Deuxièmement, est-ce que ce sont des romans? On le dit aujourd'hui, mais c'est une appellation qui est plus tardive. Rabelais n'a jamais appelé ses livres des romans. Donc peut-être qu'il ne faut pas les lire en imaginant qu'on va y trouver des romans tels que nous les concevons aujourd'hui. Alors, c'est tout à l'honneur de Milan Kundera d'avoir dit que le roman moderne s'écrivait avec Rabelais, avec Don Quichotte, etc. Moi, je ne pense pas qu'on gagne à appeler les livres de Rabelais des romans. Reste que ces livres sont au programme, et notamment au programme du lycée, et pour encore 4 ans. Donc, il faut arriver à les comprendre. Le problème, c'est que soit on en reste à une forme de fantaisie immédiate, chez Rabelais, c'est très agréable par ailleurs, soit on tente de jouer le jeu de l'érudition et de l'éducation humaniste telle qu'on l'a pensée à l'époque, puisque c'est aussi un livre d'éducation, le Gargantua. Et à ce moment-là, il faut faire l'effort de replacer le livre dans son temps, dans celui d'Erasme, dans celui de Budé, dans celui d'un monde qui change, avec tout ce que ça a de propagande, hein, d'un livre qui dit « Nous quittons les âges obscurs du Moyen-Âge et nous revoici dans la lumière de la Renaissance », avec tout ce que ça a de fausseté et de propagande. Mais pour arriver à lire ce livre, effectivement, je pense qu'on gagne à le lire en pensant que c'est un texte codé. Ce n'est pas comme ça qu'il est enseigné dans les écoles, peut-être parce que c'est difficile de l'enseigner comme ça. C'est aussi pour ça qu'on lit souvent Rabelais de manière anthologique, par morceaux choisis. Parce qu'il y a des passages de Gargantua qui sont extrêmement difficiles et qui parfois résistent même à la capacité de faire sens au sens d'un roman, disons, dont on traverserait la trame du début à la fin. Donc moi j'insiste toujours, même quand je fais cours sur Rabelais, sur le fait que c'est un auteur difficile. Michel Butor disait c'est l'auteur le plus difficile de la littérature française. Je ne sais pas, mais c'est un auteur difficile. Reste que son succès est dû au fait qu'on a parfois passé sur ces difficultés. Donc, je ne sais pas si c'est une réponse de Normand que je vous fais, mais il y a des manières d'enseigner. Pantagruel, Gargantua, ça marche bien avec les étudiants de licence. Les livres d'après, qui sont encore plus difficiles, où le jeu de l'érudition est complètement débridé, là c'est plus difficile parce qu'il faut un bagage, il faut toute la tradition littéraire derrière. Il faut arriver pour expliquer une page de Rabelais, il faut ouvrir 15 livres dans le tiers-livre et le quart-livre. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est typiquement humaniste, d'allusion à mots couverts, de connivence lettrée, celle que Rabelais avait avec Budé quand il lui écrit. Et ça, c'est un goût littéraire que nous avons un peu perdu. Nous sommes habitués à nous mettre à lire un roman comme on regarde une série, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On veut une trame, on veut une bonne histoire. Bon, l'histoire de Gargantua, c'est l'histoire de tout enfant royal qui apprend à se torcher le cul et qui a une éducation humaniste et qui a des prouesses guerrières. En fait, cette trame n'a pas un intérêt absolu. En revanche, tout ce que cela dit sur la France de François Ier, sur l'idéal culturel d'un humaniste, même sur les principes d'éducation, sur beaucoup de choses, c'est là qu'il y a peut-être à la fois plus et moins qu'un roman au sens contemporain du terme. Moi, j'en aurais une par rapport à ce blason gravé. Est-ce qu'il y a d'autres érudits de la même période qui en ont, ou est-ce que c'est vraiment une spécificité de sa part? Alors, c'est assez étrange, il faut bien le dire, puisque certains hommes de la Renaissance ont des blasons de famille, traditionnels. Chez les faiseurs d'almanach et de pronostication, il y a parfois des signatures gravées. Rabelais en avait une qui authentifie tel ou tel almanach comme le fait de celui qui l'a écrit. Ce blason, en revanche, est assez étrange. Je ne sais même pas s'il faudrait l'appeler blason. Pour moi, il ne ressemble à pas grand-chose de ce qu'on pourrait avoir à la même époque. Surtout qu'on n'a pas identifié véritablement on a identifié les éléments, mais on n'a pas donné d'explication satisfaisante des éléments. Cet oiseau, est-ce un oiseau de bonne fortune qui passe, peut-être?
ce chevron, ces deux croix pâtées. Bon. Je pourrais vous donner un certain nombre d'explications, bonnes ou mauvaises, sur la devise grecque, hein, qui a une histoire, etc. Mais sur ces éléments, on reste pour l'instant un peu court. Donc il y a certainement quelque chose qui nous échappe. Comme souvent avec Rabelais, il y a quelque chose qui nous échappe. Mais c'est aussi le charme de cet auteur qui est inépuisable pour cette raison même. Vous voyez, alors ça n'est aucun oiseau héraldique connu, que ce soit une merlette, est-ce que c'était une alouette, Une dernière peut-être, par rapport à donc le XVIe siècle, c'est une période avec beaucoup de mouvements, enfin de mutations religieuses. Est-ce vous pourriez nous dire quelques mots sur sa position par rapport à la Réforme? Merci. Oui, alors c'est une question complexe, d'autant qu'elle a peut-être varié avec le temps dans le cas de Rabelais. Dans les années 1520, Rabelais est moine franciscain à Fontenay-le-Comte. Il est extrêmement déçu, on lui confisque ses livres grecs, Budet doit intervenir pour qu'on les lui rende. Il dira toute sa vie que les franciscains relèvent d'un ordre qui est un ordre ignare, hypocrite, comme tout ce qu'on trouve chez les auteurs évangéliques au sens ancien, tels que Marguerite de Navarre, etc. Il passe ensuite chez les bénédictins où vraisemblablement il a été plus heureux et il fera de Frère Jean des Antaumurs, l'un de ses personnages phares, un moine bénédictin. Pantagruel paraît en 1532 avant ce qu'on appelle l'affaire des placards, qui est une affaire qui, à la fin de l'année 1534, va totalement réorienter la politique royale à l'endroit de la réforme ou des réformés. C'est là que François Ier serre la vis. Et il est possible que Gargantua apparaisse immédiatement après l'affaire des placards. Donc Rabelais est au cœur de ces histoires puisqu'il est très proche de la mouvance qu'on appelle évangélique. Mouvance évangélique, c'est une nébuleuse assez difficile à saisir, mais on peut dire qu'elle souhaite une réforme de l'Église qui ne soit pas schismatique. Ça veut dire qu'il y a des tendances et des goûts, disons, proches de Luther, mais les évangéliques ne souhaitent pas une rupture violente comme ceux qu'on appellera bientôt les Huguenots ou les protestants, et qui ont déjà embrassé le parti de Luther dans les pays germaniques. Par la suite, donc moi je pense que Rabelais était un catholique de cœur, mais qu'il était profondément opposé aux abus de l'Église, comme les évangéliques qui étaient Marot, Marguerite de Navarre, etc. Sa fréquentation des grands personnages de son monde, notamment les frères du Bellay, en particulier le cardinal Jean du Bellay, fait qu'il embrassait certainement les positions de ce qu'on pourrait appeler le gallicanisme, notamment sous Henri II, c'est-à-dire une position religieuse qui souhaitait beaucoup plus d'indépendance de la part du Royaume de France par rapport à la papauté romaine. Donc Rabelais a été évangélique. La révision du Pantagruel de 1534 est une révision entièrement évangélique. Mais par la suite, voilà, est-ce que ça a encore du sens de dire qu'on est évangélique dans les années 1540 ? Le quart-livre montre plutôt des options gallicanes. Donc j'ai tendance à dire que l'action religieuse est complexe chez Rabelais. Il faut la voir dans son évolution au fil du temps, depuis l'époque de la moinerie jusqu'à sa mort en 1553. Beaucoup. Donc on va clôturer là. Merci beaucoup Romain pour cette intervention et à bientôt du coup pour les Jeudis du Campus dans un mois. Merci beaucoup.